Hey citoyennes et citoyens, cette émission est en partenariat avec les éditions Bragelonne. Et c'est un plaisir, car c'est pour une occasion très spéciale. La sortie en version poche du roman Le Ministère du Futur du grand Kim Stanley Robinson. Donc pas cette édition-là. Ce livre, c'est le lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire 2024 dans la catégorie roman étranger, c'est pas rien. KSR pour les intimes, je vous en avais déjà parlé il y a très longtemps, puisqu'il s'agit de l'auteur de la cultissime trilogie de Mars que j'avais abordé dans le premier épisode livre de la chaîne. Kim, c'est tout simplement l'un des plus grands auteurs de science-fiction de notre époque, du fait du caractère visionnaire de ses œuvres qui explorent des thématiques importantes et actuelles, comme notre rapport à la science, à l'écologie et les structures économiques et sociales qui émergent de ces relations. On retrouve évidemment tous ces sujets dans Le Ministère du Futur, un livre qui vous transporte en 2025, alors qu'est créée une organisation non gouvernementale destinée à défendre les intérêts des générations futures, ainsi qu'à défendre toutes les formes de vie. Une organisation que l'on appellera... Oui, le Ministère du Futur, c'est bien, vous suivez. On y suivra principalement Mary Murphy, qui dirige le ministère, et Frank May, un Américain qui vit avec le traumatisme d'avoir survécu à une vague de chaleur mortelle en Inde. Mais le Ministère du Futur, et c'est ce qui m'a plu, alterne entre leurs histoires et plein d'autres extrêmement variées, avec des personnages souvent anonymes qui vivent des situations différentes en lien avec les problématiques climatiques. Même les styles d'écriture diffèrent, puisque par exemple, on passera d'un récit à la première personne à d'autres à la troisième. Certains seront des articles d'encyclopédie, d'autres des comptes rendus de réunions ou encore de la poésie. Toutes ces histoires permettront d'aborder la question de l'effondrement climatique sous différents angles, économiques, politico-sociaux, avec évidemment les différents points de vue des personnages. Kim Stanley Robinson étant un des grands auteurs du sous-genre de la hard science, c'est-à-dire la science-fiction qui se veut réaliste par rapport aux connaissances scientifiques de son époque, vous pouvez être assuré d'en apprendre énormément sur la climatologie, ce qui ne vous fera pas de mal, surtout à votre époque. Et puis c'est de la fiction utopique, chose plutôt rare. Et vous savez, si vous suivez bien la chaîne, que c'est un genre qui, à mon sens, manque en science-fiction. Parce qu'il est important d'entrer en contact avec des œuvres qui mettent en avant des démarches positives, ça change des éternelles dystopies déprimantes. Voilà, citoyennes et citoyens, n'hésitez surtout pas à vous jeter sur le Ministère du Futur, une lecture importante. Vous m'en direz des nouvelles. Et maintenant, votre émission. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. J'espère que vous allez bien en l'an de grâce 2024. Une année qui se situait pile au début du deuxième âge sombre terrien. Le premier ayant été, et je ne vous apprends rien, les 10 jours entre le 5 et le 15 octobre 1582. Et le fait que vous vous dirigiez lentement, mais sûrement, vers une des pires périodes de l'histoire humaine, m'a donné envie de revenir sur des thématiques bien connues de la science-fiction, celles des utopies et des dystopies. Parce que rappeler un peu les choses, ça ne fait jamais de mal. Et puis celles et ceux d'entre vous qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que j'entretiens un rapport particulier avec ces thématiques, puisque j'avais évoqué le concept d'anti-utopie dans l'épisode 5 de Nexus 6 consacré à Starship Troopers. Si vous êtes nouveau ici, foncez le voir, c'est de la bonne. En tout cas, l'anti-utopie, ça avait beaucoup fait réagir à l'époque, du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo qui permettrait de remettre un peu tout à plat sur le sujet. Commençons donc par le commencement, définir les choses, c'est important. Bon, sans trop réfléchir, on dira que l'utopie est un type de société idéale, alors que la dystopie est une société néfaste pour les individus. Mais ça reste vague. Pour préciser, allons voir ce que dit le Larousse. Une utopie est une construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue par rapport à celui qui la réalise un idéal. La dystopie, quant à elle, est une société imaginaire régie par un pouvoir totalitaire ou une idéologie néfaste telle que la conçoit un auteur donné. Et là, on a tout de suite une caractéristique qui s'ajoute et qui est déterminante dans ce que l'on va considérer comme une société utopique ou pas, celle de l'interprétation individuelle. Car oui, chacune et chacun a sa définition de ce qu'est une société idéale ou non. Ce que je considère comme utopique, ce sera peut-être la dystopie d'un autre. C'est bien tout le problème, parce qu'on aurait tendance à naturellement se dire qu'on se retrouve sur certaines choses de base. Le respect de chaque individu, indépendamment de tout ce qu'il constitue, le fait d'essayer de tendre vers une société qui facilite la vie de chacun et cherche à nous protéger toutes et tous. Des choses simples, quoi. Sauf qu'on se rend bien compte que tout le monde ne partage pas cet avis. Certaines et certains allant même des fois considérés comme utopiques, le total inverse de ce que je viens d'énoncer. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ces fortes divergences d'opinion, il y a des aspects sur lesquels nous nous retrouverons toutes et tous à coup sûr. Par exemple, au niveau sémantique, nous pouvons identifier des champs lexicaux particuliers qui sont rattachés à chacun de ces deux mots et qui les distingueront l'un de l'autre. Si je vous dis utopie, vous penserez certainement à des termes tels que bonheur, démocratie, liberté, égalité, fraternité, écoute, bienveillance, empathie. Alors que si je vous dis dystopie, ce seront davantage des termes comme tristesse, oppression, dictature, injustice, état policier, restriction, censure, malheur, qui vous viendront à l'esprit. Ça permet de cadrer les choses, et de reconnaître qu'a priori, on a tous un peu le même ressenti face à ces deux mots. Les sentiments étant quelque chose de profondément humain, inscrit en nous, ça nous permet d'établir
une base. Malheureusement, là encore, les sentiments ne suffisent pas, car tout le monde n'aura pas la même conception de ce que tous ces termes désignent. Rien que l'idée de démocratie, que ça soit dans sa définition ou dans son expression dans le réel, il semble que tout le monde soit pas d'accord. Surtout à l'ère de la post-vérité qui caractérisait votre époque, lors de laquelle les mots perdaient tout leur sens et étaient utilisés à tort et à travers. La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force, George Orwell, 1984, tout ça, vous connaissez. Non mais c'est pas possible, il y a bien une chose sur laquelle on peut se retrouver quand même. La direction artistique. En effet, toute œuvre de science-fiction se définit aussi par ça, son aspect, tout simplement. Et très clairement, il y a des environnements qui font immédiatement penser à une utopie, et d'autres, pas du tout. Si je vous montre ça, vous allez automatiquement penser à des choses positives, donc à une société qui l'est certainement aussi. Alors que si vous voyez ça, c'est la déprime, et vous seriez bien en peine de vous imaginer vivre une vie décente et agréable dans cet univers. On voit bien ici l'importance du symbolisme dans l'art. Les représentations n'ont pas les mêmes significations. Même si rien n'interdit de proposer une société idéale sur une planète pluvieuse à l'architecture herculéenne et déshumanisée, ainsi qu'à l'atmosphère chargée de produits toxiques, y a pas de souci, y a quand même de grandes chances que ça diminue le message que l'on souhaite faire passer. Parce que même si on n'a pas la même relation à tous les éléments qui seront dépeints, il y a des tarés qui préfèrent l'hiver à l'été après tout. Allez chercher à comprendre. On pourra quand même trouver certaines esthétiques d'univers dystopiques attrayantes, ressentir un certain plaisir morbide en étant à leur contact. C'est mon cas pour le Los Angeles de Blade Runner, comme vous le savez. Eh bien j'ai tout de même l'espoir qu'au final, on sache distinguer la différence qu'il y a à apprécier une figure symbolique fictionnelle et la réalité que représenterait le fait d'y vivre réellement. Bon, en tout cas, si on considère les utopies et les dystopies comme des modèles stricts sur lesquels tout le monde s'accorde, on constatera effectivement que dans la relation entre ces deux conceptions de société, il y a une différence de traitement qui est fondamentale. La première utilisation du terme utopie nous vient du livre Utopia de Thomas More, publié en 1516. Un ouvrage complexe, écrit en latin à destination des lettrés de son époque, retenez donc simplement qu'on y décrit les conditions de vie parfaite d'une île imaginaire. Utopie, ça veut dire non-lieu, soit un endroit qui n'existe pas. Donc dans son nom même, l'utopie porte les graines d'un aspect critique. Si ce lieu parfait n'existe pas, c'est parce que le monde dans lequel nous vivons est imparfait. Et en cela, toute œuvre utopique cherche à critiquer notre société et à en montrer les dérives. La démarche des œuvres utopiques, elle est donc positive. On est dans le mouvement, on analyse les problèmes et on propose des solutions. Par exemple, l'univers de Star Trek, dans lequel le but de l'existence de chacun n'est plus déterminé par l'accumulation de richesses, mais plutôt par ce que l'on pourra apporter de positif à la société, que cela soit en termes de découvertes scientifiques, de création artistique, etc. Ce modèle de société est permis grâce à la technologie des réplicateurs et des synthétiseurs de nourriture qui permettent de créer n'importe quel objet ou substance à partir d'énergie. De fait, tout le monde a accès rapidement et gratuitement aux besoins nécessaires à leur subsistance. La pauvreté a donc complètement disparu et le travail n'est plus nécessaire dans sa dimension de survie, c'est-à-dire celle qui prévalait à votre époque. Chaque individu est donc libre, vraiment libre, et peut se consacrer à des tâches qui seront réellement utiles à la civilisation. Alors, il est vrai qu'ici, les réplicateurs permettent immédiatement les conditions qui créeront cette utopie, puisqu'ils engendrent une société de l'abondance qui élimine facilement toutes les problématiques liées à la production et à la répartition des richesses. Un message que l'on ne peut pas transposer tel quel dans la civilisation humaine du 21e siècle, puisque cette technologie était alors très loin d'exister. C'est toujours pas le cas d'ailleurs, Sinon je me ferais pas chier à transporter du zolithium mortel toutes les semaines d'un bout à l'autre de la galaxie, c'est moi qui vous le dis. Mais Star Trek propose tout de même un modèle de société qui aurait réfléchi autrement le rapport au travail, qui prône davantage la notion d'activité comme mesure d'épanouissement des êtres. Une activité qui peut être variée et que personne ne jugera puisque tout le monde aura la liberté de faire ce qu'il souhaite. Et si ce système reste très hypothétique, il a le mérite de pouvoir lancer le débat à ce sujet et de faire réfléchir chacune et chacun sur sa place dans la société et comment celle-ci les traite. La dystopie, elle, est dans une autre démarche. Cela veut littéralement dire le mauvais lieu. On s'en servira donc plutôt pour présenter les problèmes actuels de l'époque où l'œuvre est créée, ou tout du moins pour les extrapoler et en montrer les injustices. Dans les véritables dystopies, il n'y aura pas de solution proposée à ces problèmes. Souvent, l'état du monde sera le même entre le début du récit et la fin. Les personnages eux-mêmes n'auront pas vu leur situation s'améliorer. Elle pourra même empirer. On pensera immédiatement à Soleil Vert avec Charlton Heston, qui se déroule dans un monde surpeuplé, pollué, où la nourriture est rare, et dans lequel on découvrira que le semblant de civilisation qui se maintient ne le fait que grâce à un terrible secret, une information macabre que découvrira le personnage principal. À la fin, celui-ci criera la vérité au monde sans que l'on sache réellement si on le croit ou si cela changera quoi que ce soit. Du coup, je trouve que dans les dystopies, il y a un côté un peu plus voyeuriste. On se repaît des problèmes, on s'enfonce dans une forme de sinistrose confortable, où tout le monde semble dire « Oh, à quoi bon? De toute façon, c'est foutu !» Bien loin du dynamisme positif que proposent les utopies. On est ici plutôt dans une sclérose négative.
On a donc vu que de nombreux aspects permettaient de définir et de distinguer ces deux modèles de société. Mais comme toujours, lorsque l'on cherche à catégoriser les choses, on se rend compte que c'est compliqué, et qu'il y a des exceptions ou des détails qui peuvent foutre le bordel dans nos petites cases bien ordonnées. Surtout qu'ici, il y a vraiment beaucoup de caractéristiques à prendre en compte. On l'a vu, donc il y a l'opinion et les revendications du créateur ou de la créatrice de l'œuvre, mais aussi ce qu'il voulait faire ressentir et comprendre au public. Et là je le précise, parce que c'est important, je ne parle pas de ce que le public a ressenti ou compris, parce qu'il pourrait se tromper, mais bien le message volontaire et réfléchi que le film, le livre ou autre cherche à véhiculer. Mais surtout, il s'agira aussi de s'intéresser au point de vue des personnages de l'œuvre et leur évolution. C'est en prenant en compte cet aspect que l'on précise davantage les deux notions dont nous parlons depuis le début de cette émission, et qu'on en arrive également à de nouvelles catégories que voici. Avec ce paramètre supplémentaire, l'utopie devient alors un monde réellement parfait, en ce sens qu'il permet à tout le monde d'y être heureux et de s'y accomplir, dans toute leur diversité, et en incluant même celles et ceux qui ont des opinions et des croyances opposées. Ici, les personnages de l'œuvre ne remettent pas en cause le système, et y adhèrent complètement, avec toujours la possibilité de proposer des changements, des idées nouvelles à laquelle ce monde idéal s'adaptera parfaitement et rapidement. Des exemples ? J'en ai pas. Parce qu'un univers comme ça en fiction, ça aurait assez peu d'intérêt. Il faut toujours un élément perturbateur qui vienne foutre la merde pour qu'on ait une histoire sympa qu'on a envie de suivre. Même la fédération de Star Trek qui, on l'a vu, s'approche beaucoup de cet idéal utopique, n'est pas exempte de défauts, car de nombreuses fois, on découvrira qu'elle possède quelques aspects sombres sur lesquels repose le tout. On pensera notamment à la fameuse section 31 de Starfleet, qui agit en dehors des lois de la fédération, et qui peut user de moyens illégaux pour parvenir à son objectif ultime, la protéger à tout prix. En tout cas, si vous avez des exemples qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour la dystopie, ça change peu par rapport à ce qu'on s'est dit auparavant. Il s'agit d'un monde nul, où tout le monde est malheureux. C'est-à-dire même les puissants qui auront une place privilégiée au sein de celui-ci. Tous les personnages de ces œuvres luttent pour survivre, il n'y a aucune possibilité d'atteindre un quelconque bonheur, aucune amélioration possible de sa propre condition. C'est le cas des différents univers post-apocalyptiques comme Mad Max, car même si Anti-Entity, Immortan Joe ou Dementos ont accès à un peu plus de ressources et de confort que les autres survivants, il n'en reste pas moins qu'ils vivent dans un monde de merde, irradié, où tout le monde est malheureux et misérable, et où t'as pas la possibilité d'aller te reposer sur une plage paradisiaque pour te ressourcer de temps en temps. Il n'y a que la violence comme perspective. On en arrive alors aux deux nouvelles catégories, avec en premier lieu la contre-dystopie. Théorisée par l'auteur de science-fiction caribéenne Michael Rock, foncez lire ses livres, ils sont top. La contre-dystopie, c'est donc une dystopie telle qu'on l'a énoncée plus tôt, mais dans laquelle les personnages, par leur volonté et leurs actes, peuvent changer leurs conditions et atteindre le bonheur. On pensera par exemple à Bienvenue à Gattaca, dans lequel la société classe les individus en fonction de leur pureté génétique. Un eugénisme qui amènera le personnage principal, Vincent, occupant une place sociale basse du fait de ses tares héréditaires, et je mets des guillemets, à se rebeller et à chercher à atteindre une position plus élevée en trompant le système. Et il y a également V pour Vendetta, avec son message de rébellion et d'espoir final. Si les contre-dystopies ne se terminent pas forcément sur la création d'une utopie, on pourra sentir à la fin de leur récit l'espoir d'un changement positif, à minima, au niveau de certains personnages. Et enfin, la fameuse anti-utopie, théorisée par moi, votre humble serviteur. Même si le terme existait déjà, c'est vrai, et c'est ce qui avait créé à l'époque une certaine confusion, mais on va y revenir. L'anti-utopie, c'est donc tout simplement une société qui a tout de l'utopie. Elle a l'air parfaite, tout le monde est heureux, et aucun des personnages du récit ne cherchera à remettre en cause le système. Aucune différence ? Eh bien si, il y en a une, et de poids. C'est nous, le public, qui allons nous rendre compte qu'il y a un problème, et que cette société, elle a rien du paradis que l'on cherche à nous faire croire. Et évidemment, vous vous en doutez, le meilleur exemple de l'anti-utopie, c'est Starship Troopers de Paul Verhoeven. Oui, il fait beau. Oui, tout le monde est une gravure de mode, cool, et jouit d'une aisance matérielle, même celles et ceux qui ne se conforment pas aux règles de cette société. Le racisme, c'est fini. Le sexisme, aussi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, par ailleurs, on est face à une société militariste, avec des exécutions publiques diffusées en live sur les réseaux, qu'un service militaire potentiellement mortel est fortement recommandé si tu veux jouir de certains droits, et pour unir l'humanité, on a désigné un ennemi extraterrestre, les arachnides, qu'il faudra détruire, alors qu'on peut sincèrement douter de leurs intentions belliqueuses. Un système, rappelons-le, qu'aucun des personnages ne remettra en question dans le film, malgré toutes les horreurs qu'ils auront vécues, malgré même certaines critiques qu'ils auront pu formuler vis-à-vis de leur hiérarchie. L'infanterie continue à crever et la flotte à voler. L'anti-utopie est une utopie illusoire
qui trompera tout le monde, les personnages et le public, sauf que ce dernier, au fur et à mesure du récit, verra le vernis se craqueler et comprendra la noirceur réelle de cette société. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors concernant l'appellation anti-utopie, je reconnais qu'il faudrait peut-être changer ça. Non seulement parce que le terme a été utilisé historiquement pour désigner les dystopies, avant que ce mot n'existe, mais aussi parce qu'au niveau sémantique, il va plus dans le sens de la définition de la dystopie justement, que de ce que je souhaite exprimer. C'est donc le cœur lourd, parce que j'étais attaché à ce nom, mais que voulez-vous, il faut savoir évoluer, que je vous propose d'officiellement changer le terme. Comme il s'agit d'exprimer l'idée d'une utopie qui a été altérée ou dévoyée de ses principes fondamentaux, je vous propose au choix d'opter pour alter-utopie ou déviotopie. Perso, j'ai une préférence pour le premier, mais je vous laisse voter dans les commentaires pour le terme que vous préférez et je vous informerai du résultat dans une prochaine vidéo. En conclusion, j'aimerais revenir sur un vœu que j'avais pu exprimer dans de précédentes vidéos. Le fait qu'il est important à mon avis qu'il y ait plus de véritables utopies en science-fiction. Des œuvres qui prennent le parti pris de réenchanter le monde, de nous réapprendre à rêver et à agir pour le mieux. Car à votre époque, non seulement votre quotidien vous assaillait de visions mortifères qui ne donnaient franchement pas confiance en l'avenir, mais en plus, la fiction n'était pas là pour vous aider, puisque elle aussi n'avait que peu de récits réellement positifs et émancipateurs à vous proposer. La SF en tête. Et il s'agirait peut-être de penser à changer de voie, car comme une prophétie autoréalisatrice, le risque, c'est que vous ne soyez plus capable de concevoir le monde autrement que par sa potentielle destruction. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura intéressé et que cela aura permis de remettre un peu les choses en ordre vis-à-vis de tout ça. Merci également pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait, et surtout à nous soutenir sur Tipeee, c'est important, si vous estimez que le Nexus 6 doit continuer à voler. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.